Les Liens troublés est un balado d'aide aux proches offert en collaboration avec ANEB et grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission première de garantir une aide spécialisée, immédiate et gratuite aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches, et ce, depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azito et je suis l'animatrice du balado Les Liens troublés. En compagnie de Josée Champagne, la directrice générale d'ANEB, tout au long de la série, nous allons à la rencontre de spécialistes des troubles du comportement alimentaire. Nous allons également recueillir des témoignages et ils partageront des outils dans le but premier d'aider les proches. C'est en comprenant mieux la maladie et ses enjeux que les proches seront capables de soutenir la personne qui est atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Nos fausses croyances impactent notre vision d'un trouble alimentaire et de la personne qui en souffre, et ça nous empêche de communiquer avec elle afin de l'aider et l'accompagner. Ça garde les personnes atteintes dans la honte et l'isolement parce qu'elles ne se sentent pas comprises, puis en plus, ça alimente les conflits. En tant que proche, ça peut être difficile à entendre, mais le but, c'est d'y réfléchir afin de mieux orienter nos actions et mieux aider notre proche, et non de culpabiliser sur nos comportements. Avec plus de connaissances sur les fausses croyances, on peut utiliser des stratégies plus efficaces. Pour nous en parler, on reçoit Lise André-Massé, qui est diététiste nutritionniste et membre de l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Ayant elle-même souffert de troubles d'anorexie, de boulimie à l'adolescence et maintenant guérie, Lise André travaille auprès des personnes aux prises avec des troubles alimentaires depuis plus de 10 ans et comprend bien les enjeux et la problématique. Nouvelle responsable de l'éducation et de la prévention chez ANEB, Lise André est heureuse de pouvoir agir à plus grande échelle afin de briser les tabous qui entourent cette maladie qui est encore trop peu connue. Bonjour Lise André, bonjour Josée. Bonjour. Bonjour. Encore aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de fausses croyances qui circulent. On entend encore toutes sortes de choses. C'est quoi les fausses croyances que vous pensez qui sont les plus répandues que vous observez de votre côté? Bien, la première, c'est que les troubles alimentaires, c'est juste anorexie puis boulimie. Bon point, c'est plus large que ça. Il y en a beaucoup plus. Un autre, dans l'anorexie, c'est que ça touche juste les filles blanches, issues de familles aisées, que c'est un caprice pour avoir de l'attention, donc qui vont être maigres. T'sais, toute cette partie-là autour de l'anorexie, c'est une très gros, là. Ah, c'est un très gros. Ça, c'est gros parce que... Mais je sais pas pourquoi, d'où vient cette étiquette-là, alors que quand tu es dans la réalité, tu sais que c'est pas ça du tout, là. Bien, dans le temps, oui. dans le temps, c'était ça. T'sais, on disait que l'anorexique allait être maigre, qu'elle allait pas avoir ses règles. T'sais, il y avait beaucoup de critères pour le diagnostiquer, mais on est resté avec ça. Puis, dans le fond, ça a évolué, cette maladie-là. Oui. Oui. Donc là, on doit recadrer parce qu'on sait que l'anorexie, ça touche de n'importe quel milieu socio-économique. Oui. Tu peux être favorisé, défavorisé. Ça Garçon, fille, il n'y a pas de discrimination non. au niveau du trouble alimentaire et spécifiquement, si on l'a mentionné, au niveau de l'anorexie. Puis j'ajouterais aussi que quand on parle, parce qu'on pense que la personne anorexique va être maigre, il faut penser que ça commence quelque part avant de devenir à ce niveau-là. Puis notre objectif, c'est que ça se rende pas là. Fait que c'est vraiment un mythe de se fier juste à l'apparence. Ça, c'en est un autre. Oui. Un mythe. Ça peut aussi garder la personne isolée. Corrigez-moi si j'ai tort, mais dans la phase aussi, comme au niveau entre autres, on parle d'anorexie. Quand la personne va être en reprise de poids, c'est une phase qui est très confrontante pour elle. Elle peut être en très, très grande détresse. Ça peut être là qu'elle est plus vulnérable. Mais là, parce que elle va afficher un poids qui a de l'air plus santé, les gens vont penser qu'elle n'est pas malade. Exact. Puis c'est un problème parce qu'on pense à partir de ce moment-là qu'elle est guérie ou que là, ça va bien, quand que, au contraire, dans la maladie, dans le rétablissement, quand la personne elle prend du poids, j'ai envie de dire que c'est là le plus difficile pour cette personne-là. C'est là qu'il faut l'entourer le plus parce qu'elle souffre à ce moment-là. Exact. Encore plus que quand elle est dans la période en restriction. Oui. Mais pour les proches, on pense qu'enfin, elle va bien. Ça va mieux, tu sais. Puis c'est à ce moment-là qu'il faut l'entourer le plus. Qu'il y a beaucoup de fragilité. Donc, ce qu'on retient, c'est que
tu peux pas baser sur le visuel, Non. déterminer s'il y a quelqu'un souffre d'un trouble alimentaire ou pas. Ouais. Ça, c'est vraiment une Un erreur. très gros mythe. On peut-tu se dire qu'il faudrait peut-être arrêter qu'on complimente les gens sur leur apparence physique? C'est sûr et certain. On ne devrait pas complimenter parce que un autre, je ne sais pas si on peut rentrer ça dans les mythes, là, mais le fait qu'une personne a pris du poids ou a perdu du poids veut pas dire que ça va bien ou que ça va pas bien. Tu sais, on va vraiment toujours se fier à l'apparence. Mais on ne sait pas ce qui se cache derrière. Ce qui se cache derrière. Tu sais, malheureusement, si on a quelqu'un qu'on connaît qui a perdu du poids, on va souvent dire « Ah, elle s'est prise en main, elle va bien, elle est en peut-être forme. » dépressive, elle a peut-être un problème autre de santé. C'est ça. Exact. Ou que la personne a pris du poids, elle se laisse aller. Non, ça cache quelque chose en arrière. Le poids, c'est juste un symptôme de ce qui se passe. Puis on a encore une croyance que quelqu'un de maigre ou qui a l'air en forme ou mince va bien. Puis quelqu'un qui a un surpoids, qu'on considère qu'un surpoids, va mal. Va mal. Alors que là, quand on travaille là-dedans, on le sait que c'est pas du tout ça. Mais peut-être c'est juste comme le but, encore une fois, je veux juste répéter qu'on n'est pas là pour culpabiliser. Non. C'est tout des choses qu'on fait. On est juste là pour prendre conscience, peut-être défaire des habitudes. On peut complimenter la personne sur son énergie, sur qu'on est content de passer du temps avec elle, content de la voir. Mais on évite de s'adresser à la portion physique, à l'image, le poids. Tu as mentionné aussi, c'est ça, que c'était des jeunes filles blanches aussi. Donc, on le sait qu'il y a des hommes. Puis je pense qu'on peut entendre que chez les hommes qui souffrent d'un trouble alimentaire, c'est encore... Ils ont un double isolement, une double culpabilité qu'ils vont vivre avec la maladie parce que c'est vu comme une des maladies de femmes. Exact. Fait que tu es encore plus stigmatisé. Oui. Puis là, il y a un nouveau trouble alimentaire, c'est pas si nouveau, là, mais la bigorexie qu'on voit plus chez les hommes. Qu'on dit rapidement qui sont musclés. Puis encore là, si on se fie juste à l'apparence physique, on peut passer à côté d'un gars qui est juste pas bien dans sa peau, qui veut être musclé, qui l'est pas, mais qui souffre. Puis là, on le voit pas, ça. Puis fait que c'est tout le temps le problème, c'est qu'on se fie à l'apparence physique. C'est comme la santé mentale, ça se voit pas nécessairement que quelqu'un est dépressif. Non, c'est ça. Puis on s'entend là ici qu'on avait marqué que l'apparence physique, c'est la seule prédominance. Même, les troubles de santé, du comportement alimentaire, ce sont des troubles de santé mentale. Oui. Puis, c'est pas, justement, on l'a mentionné, c'est un symptôme aussi de dire que le physique est juste un symptôme. Oui. Parce que derrière, c'est beaucoup plus que ça. Parce que pour beaucoup, une des fausses croyances, je pense qu'ils pensent que le trouble alimentaire, ça se résume à que la personne est juste... C'est juste le physique qui n'importe. Non, mais c'est pas ça du tout. Ça, c'est juste comme... ça s'exprime de cette façon-là. Oui, tu sais, c'est sûr que des fois, ça part d'un mal-être sur son apparence physique. Mais des fois, c'est pas ça pantoute. C'est une prise de contrôle de l'alimentation, de sa vie, ou un manque. La personne ne se sent pas accomplie à l'école, dans sa carrière, dans sa famille. Puis là, elle tombe dans la prise de contrôle de son alimentation, de son apparence physique. Après ça, malheureusement, elle est valorisée. Elle reçoit des compliments. Puis là, ça part la machine. Mais à la base, c'était juste un besoin de se sentir existé ou valorisé. Puis c'est pas tant l'apparence. Non, c'est ça. L'apparence devient, après ça, centrale dans leurs préoccupations, mais c'est pas à cause de ça que tu as un trouble de conduite alimentaire. Oui. Non, c'est ça. Puis le caprice, ça, on l'entend. Puis moi, même au début de la maladie de ma fille, j'ai trouvé ça très blessant. Je l'ai fait dire par de la famille. Mais là, il faudrait que c'est des caprices. Oui, on pense que la personne veut se sentir victime. Oui. Tu sais, tu fais la victime. Il attire l'attention. Exact, que c'est pour ça. Puis ça crée un problème parce que les gens n'osent pas aller chercher de l'aide, veulent pas nuire aux parents, ont peur de font semblant d'être de bonne humeur alors qu'ils ne le sont pas. Oui. On honte. Une honte terrible. J'ai beaucoup de mes jeunes clientes que c'est souvent ça qui fait que, je vais donner un exemple concret, une personne qui a bien été pendant une période de temps, qui rechute. Ah oui, et ça doit être difficile à gérer. La crainte d'être un poids encore pour les parents parce que les parents, justement, parce qu'elle va mieux physiquement,
Là, tu les vois qu'ils sont plus légers, ils sont plus de bonne humeur. Ils sont contents pour leur fille, leur garçon, mais la personne, elle rechute, puis là, elle va garder ça secret pour pas nuire par honte puis par peur d'être un poids. Mais il y a beaucoup de culpabilité. Oui. Ils se mettent énormément de culpabilité. Les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire sont très conscients de ce que ça fait vivre à leurs proches. Mais sont impuissants. Puis encore là, dans les mythes, là, c'est de penser que la personne, elle a le contrôle de juste arrêter. Oui. C'est pas vrai. C'est pas... Non. C'est le contraire. C'est le trouble alimentaire qui a le contrôle sur la personne. Totalement. Oui. Des fois, comme j'allais avec des réponses fortes, là, mais je disais, je pense pas que la personne, tu sais, va se mettre sa vie en danger puis qu'ils vont les hospitaliser pour le plaisir par caprice. Non. Je pense pas que tu te rends jusqu'à l'article de la mort puis malheureusement, il y en a qui décèdent à la suite d'un trouble alimentaire par caprice. Tu sais, c'est vraiment... faut vraiment reconnaître l'étendue de la souffrance puis à quel point c'est le trouble alimentaire, comme tu as dit, Josée, qui prend le contrôle. J'aimerais rappeler que quand même l'anorexie demeure la plus mortelle de toutes les maladies mentales encore à ce jour. Je pense pas que ça tombe dans la catégorie de caprice rendu là. Puis c'est important de dire parce que moi, j'entends souvent que le fait, que c'est une des plus mortelles, mais c'est pas nécessairement que les gens qui ont des troubles alimentaires vont mourir de cette maladie-là physiquement, mais il va y avoir des taux de suicide élevés parce qu'il y a cette détresse. À cause de la détresse, bien c'est ça. Fait que là, c'est de penser, ben là, elle va bien, elle n'est pas maigre encore, elle va pas mourir. Mais c'est pas ça, c'est la détresse en arrière que le suicide vient... C'est bon qu'on rappelle toute la détresse. J'avais aussi ici une note, comme les personnes, parce que là, on a adressé l'anorexie, mais la problématique, la boulimie et l'hyperphagie. Les personnes qui souffrent de boulimie ou d'hyperphagie, eux autres, ils manquent de volonté. Ils devraient se reprendre en main. Ben oui, parce que tout le monde qui est en surpoids, là, c'est parce qu'il manque de volonté. Ça, c'est... Je peux... Tu sais, recevoir ça quand tu es déjà comme en détresse, ça doit tellement être dur. C'est une autre des maladies que dans ma pratique personnelle, je vois qu'il y a une souffrance qui est pas... Parce que dans l'hyperphagie, contrairement à la boulimie, ils prennent pas de comportement compensatoire. Donc, l'excès de calories qu'ils vont manger va s'accumuler par une prise de poids. Puis moi, personnellement, je pense que la majorité des gens qu'on voit qui ont un surpoids, c'est pas un manque de volonté ou un manque de connaissance sur c'est quoi qui est bon à manger. C'est jamais « je savais pas qu'il fallait que je mange des légumes puis que je bouge » ou que... C'est jamais ça. C'est un problème. C'est émotif. Ça c'est une relation malsaine avec la nourriture. Qui peut partir de l'enfance. Puis encore là, les parents, la majorité, font pas exprès. Non. Mais si un médecin dit ton enfant peut-être en train de prendre du poids, le parent veut bien faire, puis là, on instaure déjà que l'enfant a un problème de poids qui n'est pas normal, quand dans le fond, il faudrait juste laisser aller. Là. On n'est pas toutes faites sur le même gabarit. Non. Mais ça part de là. Tout ça, c'était l'hyperphagie. Mais ça revient encore à dire qu'on associe minceur avec santé. Oui. Puis prise de poids avec quelqu'un qui n'est pas bien. Là, oui. Alors que maintenant, démontrer quelqu'un qui peut être très mince ne pas être en bonne santé et quelqu'un qui, selon le critère, est en surpoids ou qui a une apparence plus ronde peut être en très bonne santé. Ça, il va falloir qu'on le dise puis qu'on le redise encore parce que c'est tellement ancré dans notre façon de penser que c'est ça. C'est des fausses croyances. C'est des fausses croyances, c'est des fausses croyances très, très ancrées. Oui, puis qui affectent, les fausses croyances touchent aussi les professionnels de la santé. Oui, parce qu'ils adressent souvent juste le poids devant la personne. L'IMC, excusez-moi, le maudit IMC. Oui, on s'entend qu'il ne veut pas dire grand-chose parce que... Écoute, c'est juste ta grandeur, ton poids. Ça considère pas tes os, un homme, une femme, ta masse musculaire, ton ethnicité. Je veux dire, il y en a qui ont... Si t'es asiatique versus t'es africain, c'est même pas les mêmes chartes. Non, puis on n'est pas... C'est ça, fait qu'on fait l'erreur de se fier à ça. Puis il y a encore des professionnels de la santé qui se fient à ça. Non, c'est vrai. C'est vrai, puis on fait bien de le mentionner parce que c'est tellement pas le portrait, ça. Puis même, moi, je dirais aux professionnels de la santé qui nous écoutent ou si vous avez un message à faire, c'est, tu sais, quand la personne vient te voir pour une problématique de santé, puis tu as quelqu'un qui est gros devant toi. Puis là, c'est la seule chose que tu adresses, c'est son poids. Tu viens de l'invalider sur tout ce qu'elle peut sentir au niveau émotif ou autre problème physique, tu sais. Puis on l'a entendu, là. Ça, on l'a entendu, c'est la grossophobie sans le savoir, mais ces personnes-là, comme ils veulent même plus aller dans les cabinets de médecins. Oui, puis c'est parce que ça, des fois, c'est la porte d'entrée du trouble alimentaire. Nombre de jeunes puis de femmes
beaucoup de femmes viennent me voir que ça a parti avec un commentaire d'un professionnel de la santé sur leur poids. Ah oui, hein? Oui, parce que là, eux autres, ils arrivent là, puis un professionnel de la santé leur dit qu'il faut qu'ils perdent du poids quand des fois, jamais que ça avait été une préoccupation. Ou même, j'ai une cliente qui avait fait un suivi avec moi, qui avait perdu du poids sainement, dans le sens où est-ce qu'elle n'était pas en restriction, elle écoutait ses signaux, elle bougeait par plaisir. Puis ça avait amené à une modification corporelle positive, mais pas en restriction. Puis elle était bien là, dans son corps. Puis elle va voir son médecin qui calcule son IMC, puis qui dit « Avez-vous pensé à perdre du poids? » Quand ça fait déjà 2 ans qu'elle va bien, puis que tout... C'est là que... Oui, puis ils font pas ça pour mal faire. C'est évident, ça part rarement d'une mauvaise place. Puis ils n'ont pas le temps d'aller voir le background de la personne, puis ils vont juste adresser les... Encore une fois, ce qu'ils voient. Exact. C'est aller au-delà de l'image. Ouais. Une autre fausse croyance, que on doit forcer la personne à manger pour l'aider. Ça, c'est... On va le redire, là. C'est jamais aidant. Non. C'est pas aidant parce que la personne, encore là, c'est pas qu'elle le sait pas. Non. Puis l'objectif, c'est qu'elle se sente bien autour de ses proches, qu'elle se sente pas de pression. Parce que sinon, elle va s'isoler. Oui. Aussi, les personnes avec des troubles alimentaires vont s'isoler parce qu'il y a trop de pression. Puis quand on veut que la personne mange, puis qu'on la force ou qu'on pense que c'est la solution, on passe à côté là, Le but, c'est d'être en contact avec elle, d'avoir une belle relation pour qu'elle soit capable d'avancer. Parce que c'est elle qui va faire les pas. Mais puis de toute façon, oui, je vous dis. Mais j'allais juste ajouter, il faut se rappeler aussi que pour la personne qui a un trouble alimentaire, souvent, la nourriture, c'est un objet de phobie. Oui, c'est ça. C'est comme si... Une très, très grande anxiété par rapport à ça. Là. Oui. Donc, c'est difficile là, pour la personne. Tu l'exposes à sa phobie. Comme ceux qui ont la phobie des araignées, là, on va leur mettre une belle grosse araignée sur eux autres, là, puis on va dire, je te force, là, ça va te faire du bien. Tu es capable de... c'est la même chose quand faut on y aller force lentement. la personne. Il faut qu'il y ait une exposition, c'est ça, progressive. Puis contrairement à d'autres formes de dépendance ou de phobie, la personne qui souffre d'un trouble alimentaire doit... manger, doit se nourrir. Fait que, c'est très difficile là, dans tout ce contexte-là. Puis je trouve ça intéressant de te parler de dépendance. Puis ça, c'en est un autre mythe, que ça se traite comme une dépendance. T'sais, que les troubles alimentaires ou que les gens ont une dépendance à l'alimentation ou une dépendance à la minceur. Au sucre. Non, je n'allais pas rentrer là-dedans. Pars-moi pas. Mais que ça se traite comme une dépendance. Mais tu peux pas traiter la nourriture, t'en as besoin. C'est ça. L'alcool, t'en as pas besoin. Oui, quelqu'un exact qui est dépendant à l'alcool peut éviter l'alcool. Tu ne peux pas éviter la nourriture. Non. Il y a toute cette autre... Oui, ça se traite pas pareil. Difficulté-là qui s'ajoute aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire qui, comme tu dis, sont au départ, la nourriture, c'est une phobie. Oui, absolument. On ne peut pas la forcer à manger, même, puis on le sait même dans l'art des traitements. C'est pour ça qu'ils vont toujours privilégier l'approche que la personne peut manger parce que tu ne pourras pas être 24/7 avec la personne tout le temps. Quand elle va décider qu'elle se restreint à nouveau ou qu'elle a un mécanisme compensatoire, elle va le faire. C'est pour ça de travailler avec elle, maintenir le lien, c'est important. C'est la priorité, je pense, pour les proches, de maintenir le lien de confiance, puis que la personne peut ouvrir puis dire « je n'ai pas mangé à midi ». Puis que je sais que c'est important que je mange, j'ai de la misère, peux-tu m'aider ce soir? Qu'est-ce que tu ferais dans un cas comme ça, Lysandrine? Quelqu'un dit « je n'ai pas mangé ce midi ». Toi, tu reçois ça, t'es le proche, là. Bon, c'est sûr que la professionnelle en moi qui a comme qui a sa vision, mais c'est sûr que c'est d'accueillir, de pas tout de suite sauter aux conclusions puis d'être alarmiste. Okay. Ça, c'est important parce que ça va refermer la porte. Déjà qu'elle te le dit, c'est déjà énorme. On reçoit ça. C'est vraiment déjà de féliciter le fait qu'elle soit capable de le dire parce qu'elle sait que t'es inquiète. Oui. Fait que déjà qu'elle soit capable de te le dire, ça peut être de questionner sans vraiment trop s'immiscer, mais est-ce que t'as-tu une mauvaise journée? Pourquoi aujourd'hui c'était difficile? T'sais, pour qu'elle ouvre sur les raisons, parce que ça peut te donner des clés, des pistes de solutions sur quoi faire. Ça peut être aussi de dire, y a-tu de quoi que j'aurais pu faire pour t'aider? Y a-tu quelque chose qu'on aurait pu faire autrement? T'sais, je sais pas, moi, justement, peut-être que le lunch fit pas, puis que le proche c'était trop difficile. Exact, tu sais. Puis à soir, y a-t-il quelque chose qui pourrait aider, tu sais?
Donc, accueillir. Puis on va encore voir derrière. Ouais. Derrière la sollicitude, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Puis laisser la personne demander ses besoins. Parce qu'on va imposer beaucoup, parce qu'on a nos croyances, on est inquiet. Mais si on impose, un autre exemple personnel d'une cliente qui a été dans le rétablissement pendant presque 2 ans, mais qu'elle ne le faisait pas pour les bonnes raisons, pour les bonnes personnes. Fait qu'elle allait bien, mais pour les autres, elle a rejeté. Parce que finalement, elle n'avait pas l'impression qu'elle faisait ça pour les bonnes raisons, mais tout le monde était content encore autour. Oui. Mais là, c'est encore plus difficile en ce moment d'essayer de le faire pour elle. Tu sais, c'est... Il faut vraiment qu'on essaie que la personne se mobilise. Ouais. Une autre fausse croyance, c'est que la personne qui souffre d'un trouble alimentaire ne mange pas. Oui. C'est pas vrai, là. Ben non, on peut l'avoir mangé, puis elle mange, mais dans sa tête, c'est conflictuel, ça va pas bien, on est stressé, puis elle passe beaucoup de temps à se culpabiliser, mais elle va manger, puis le poids va être correct, mais ça veut pas dire que ça va bien. C'est pour ça aussi que je trouve que dans la population, on pense encore juste à anorexie, boulimie, mais les troubles alimentaires touchent beaucoup de gens. Aussitôt que tu as une relation avec ton corps qui est trouble et qui va pas bien, c'est pas plaisant. Là. Quand ça prend de la place. Ça prend toujours comme quand les gens savent, quand ça prend beaucoup de place dans ta tête, c'est pas supposé de prendre. Quand ton objectif, c'est de perdre du poids pour être heureuse ou heureux. Ou chaque fois que tu as un repas puis tu manges, chaque bouchée, c'est un supplice. Tu te sens coupable à chaque bouchée. Ouais. C'est supposé être une source de plaisir. Alors, tu sais, il faut ramener toute la notion de ça. Exact. Je pense qu'on peut adresser ça. Si je peux me permettre un commentaire, je trouve que c'est super important ce que vous dites parce que souvent, c'est ça. C'est une fausse croyance qui est très répandue qu'on voit quand la personne est malade. Le trouble alimentaire, c'est pas une question de poids. Non. Puis, tu sais, ça se voit pas nécessairement. C'est sûr que dans certains troubles, comme avec l'anorexie, on peut remarquer les pertes de poids, mais quelqu'un qui souffre de boulimie, tu le verras pas. On ne va pas nécessairement le voir. Puis l'orthorexie, des fois, l'orthorexie va pas. Puis même, tu sais, dans l'anorexie, des fois, la personne, elle veut perdre du poids, mais elle n'y arrive pas. Oui. Mais elle se restreint quand même. Elle se restreint quand même, puis elle a des parties, des fois plus restreintes, des fois moins, ce qui fait que le poids reste pareil. Mm-hmm. Mais là, peut-être qu'elle ne cote pas dans les critères de l'anorexie nécessairement, mais elle va souffrir pareil. C'est sûr, puis on veut pas qu'elle se rende au point de maigrir. Là. Mais même des fois, il va y avoir une restriction rapide, mais la personne, elle ne sera pas encore maigre. Ben non. Et là, les organes peuvent être affectés. Oui. Elle peut être très, très malade. Ça, c'est cas vécu. Là. Oui. Mais là, physiquement, tu te dis, oui, il y a un problème, mais elle n'est pas encore au cas d'hospitalisation parce qu'elle ne répond pas aux critères de maigreur. Oui. Mais il y a tellement de restrictions sur des nutriments importants que les organes sont affectés. Oui. Fait que, c'est comme... Puis même les médecins le verront pas des fois. C'est juste comme une fois que les tests vont être faits. Puis même inversement, moi, ce que je vois souvent, c'est une personne qui, même physiquement, elle a l'air... Elle est anorexique, puis elle a l'air, mais les tests de labo sortent normales. Oui, ils vont dire que tu es en santé. Puis là, on vient encore, la personne, elle dit, mais ça va bien, j'ai pas besoin, c'est pas vrai que je suis malade, parce que tous mes tests sont normales. Fait que c'est vraiment... Il y a beaucoup de mythes, puis c'est du cas par cas, fait que c'est pas comme... Toujours. Dans le fond, il faut vraiment garder l'esprit ouvert. Comme il y en a un autre ça, c'est un mythe qui fait mal, je pense, surtout pour les gens qui combattent en ce moment un trouble alimentaire, c'est que tu peux pas guérir d'un trouble alimentaire. Oui, ça, c'en est un qui m'a touchée, moi, personnellement. T'sais. Parce que. Oui, toi, tu te faisais dire ça, tu entendais ça. Tu sais, sans nommer personne, tu sais, mais dans mon processus de guérison, j'ai rencontré des professionnels, tu sais, dont des nutritionnistes. Puis à cause des mythes ou des façons de voir les troubles alimentaires, le manque d'expérience, la nutritionniste que j'avais rencontrée me disait que j'allais être pris avec ça toute ma vie, que je pourrais jamais acheter des produits allégés. Par exemple. Mais ça, c'est la nutritionniste qui avait parce que elle me disait, si tu achètes des produits légers, ça va toujours faire revenir le trouble. Il va toujours falloir que tu vérifies, que tu checkes tes choses, que tu ne pourras pas acheter... Moi, quand elle m'avait dit, tu ne pourras pas acheter des produits légers, j'étais comme, mais là, je vais être pognée avec ça toute ma vie. Elle te fait porter un boulet. Énorme, puis pourquoi de bord m'en sortir? Ça regarde pas bien, ça, là. C'est pas positif comme vie, là. Je me sens bien dans mon trouble, moi. Tout le monde me dit que je devrais pas. Fait que là, tu sais, déjà,
pour sortir du trouble. C'est comme si ça te mettait en situation d'échec quasiment, déjà. Oui, puis ça valorisait mon trouble parce que ça faisait, pourquoi tu irais te mettre dans un état où est-ce que ça sera vraiment pas plaisant, quand présentement, ça va bien, sauf tout le monde qui trouve que toi, tu vas pas bien. Oui, parce que quand, il faut le dire, quand c'est vraiment direct dans la maladie, tu peux trouver que ça va bien, toi. Tu n'es pas encore dans ta phase nécessairement de détresse où tu vois tout ce que le trouble alimentaire te vole. Puis, non, c'est ça. Il y a une phase au début où tu penses que c'est ton ami. C'est ça. Fait que entendre des choses comme ça, c'est très dommageable. Oui, puis j'ajouterais aussi qu'il y en a des personnes qui vivent tellement de désespoir, de grande noirceur, que tu sais, ils ne voient pas la lumière au bout du tunnel. Puis quand tu te fais dire, tu ne vas jamais guérir. Ça fait juste comme dire, tu restes dans le désespoir complètement. Tu viens juste de confirmer comment ils se sentent. Puis quand dans le rétablissement, moi, je vois ça comme des marches. Comme on monte. Puis si on te dit que y a pas de... Ça, tu guéris pas, tu peux te dire, là, je suis rendue là, puis j'arrête. C'est bien. Tu sais, je vais vivre, je dois dealer avec, puis je deal bien. Mais si tu le sais pas qu'il manque 2 marches pour guérir, tu vas toujours rester à cette marche. Ça, on le voit. Oui, il y a des gens, je pense, parce qu'il y avait cette croyance-là aussi avant qu'on guérissait pas, puis qu'on dealait avec la maladie. Alors qu'on sait, on a vu des cas même, on le disait des fois, que ça fait 20-25 ans, puis ils ont réussi à se rétablir. Oui. Fait que, des fois, il y en a que ça va prendre 5 mois, 5 ans, mais ça peut prendre 20 ans, mais ils réussissent à se rétablir. Donc, qui peut dire que c'est vrai que tu restes avec ça toute ta vie? C'est faux. C'est pas parce que ça va prendre 10 ans que ça va être 10 ans, excusez-moi, de merde. Tu sais, ça va s'améliorer, il va y avoir des hauts, des bas. Mais tu sais, c'est important aussi pour que la personne qui veut se rétablir sache que si c'est long, parce qu'elle peut entendre ça va être long, ça veut pas dire que ça va être long tout le temps. De la même manière. C'est bon de le dire. Parce que ça, je trouve ça important, parce que j'en ai des jeunes aussi qui me disent, mais oui, mais 10 ans, ça va être... Et ça peut aussi parce qu'ils vont pas bien là, ils pensent que ça va être comme ça en désespoir pendant 10 ans. Non, c'est que tu vas encore vouloir... La voix va être un peu là, ou tu vas avoir un petit peu peur que ton corps, il change. Mais ça va être vivable, mais il faut savoir qu'à un moment donné, ça arrête. C'est ça. La voix finit par partir. Oui, il y a une fin. C'est ça qu'on veut que les proches retiennent aussi. Oui. Puis, à quel point est-ce que les fausses croyances sont présentes au niveau des professionnels, des professeurs, des amis? C'est pas juste les proches qui... on l'a mentionné, tu l'as mentionné tantôt, qu'une de tes clientes, tes patientes, c'est un professionnel de la santé qui l'avait probablement comme... Starté, là, sans vouloir, encore là. Il y avait déjà quelque chose, il y avait une vulnérabilité, mais lui, il a dit un commentaire. Puis on le sait que quand ça vient de personnes d'autorité ou crédibles, c'est très, très nuisible, ce genre de commentaire-là. Donc... mais on voudrait aussi dire que c'est pas un commentaire qui va avoir rendu la personne malade. Parce que quelqu'un qui dit ça, un proche va dire « Ah, moi, j'ai dit ça, puis là, c'est pour ça que... » Non, faut juste se questionner sur comment qu'on parle, puis les commentaires, de s'éduquer, en fait, les professionnels de la santé à ce niveau-là va aider. Puis, tu sais, les professeurs aussi, des fois, sans vouloir, les mythes, puis les croyances, tu sais, par exemple, un prof de sciences, un autre exemple, un prof de sciences qui va vouloir éduquer ses élèves sur le corps, comment ça fonctionne, les calories, puis là, il va donner un exercice sur compter ses calories. Moi, j'ai une cliente que ça a commencé, puis je dis pas encore là, c'est important de dire que c'est pas la faute du prof, c'est une accumulation, mais ça s'ajoute toutes ces petites gouttes-là. Oui, c'est ça, c'est que des fois... Fait que là, elle réalise qu'elle mange plus que qu'est-ce qu'elle devrait manger selon les calculs, que c'est juste des calculs qui veulent rien dire, tant que ça. Il y avait des pesées dans les écoles. Ça, grâce à Aneb, il y a eu une pétition qui a été signée, mais ils ont arrêté. Mais il y en avait qui le faisaient encore au cégep. Je pense qu'ils vont rendre service à quelqu'un. Ça, c'est vraiment des fausses croyances. C'est passer des documentaires sur le sucre pour essayer d'éduquer les jeunes sur les dangers du sucre. Il faut qu'ils mangent santé. Mais on en fait-tu des choses pour rendre le monde en santé? Mais on devrait lâcher prise un peu. Oui. Mais c'est parce que on peut-tu parler de santé mentale? Oui. Puis, tu sais, quelqu'un qui mange qu'est-ce qu'il veut, s'il est bien... On n'a pas à aller gratter, là. La personne est bien, tu n'as pas demandé de lui dire comment manger. Pour commencer à... Mais on avait... Il y a une personne qui est grosse qui avait dit, on avait comme une conférence sur la grossophobie. Puis d'ailleurs, je le dis, là, mais c'est accepté de dire personne grosse. Pour les gens qui se demandent pourquoi je le dis. C'est accepté. Et elle avait dit,
moi, j'ai des gens qui me connaissent pas, qui se permettent un commentaire. Ah, tu devrais maigrir pour ta santé. Ben, dis-moi, je vais pas dire au monde, toi, tu devrais arrêter de fumer. Hey, toi, je pense que tu as trop bu. Non. On est qui pour aller dire à la personne comment gérer sa vie ou gérer? Puis elle dit, merci, tu sais, j'ai un miroir chez moi, là, je suis correcte. Pas juste ça. Gérer toute seule. Puis elle est bien. Elle est bien, elle n'a pas besoin de perdre de poids. Non, exact. Peut-être que toute sa santé on se mêle des affaires des autres. Ça serait peut-être à retenir. Oui. Laissons vivre. Lise André, qu'est-ce que tu peux nous dire sur peut-être les fausses croyances liées à l'exercice, les diètes? Bien, premièrement, que si on ne fait pas d'exercice, on va prendre du poids. Ça, c'est une fausse croyance. Les gens pensent que s'ils ne bougent pas, parce qu'on pense juste calories comme si c'était bien simple. Le poids naturel. Il y a un poids naturel. C'est ça, le poids naturel. Puis moi, j'aime bien dire qu'on en a 2 poids naturels. Il y a un poids naturel que c'est quand que... on est actif, on fait des activités, ça va bien. Puis on a un poids naturel quand ça va moins bien. Puis c'est pas grave. Ça fluctue, c'est ça. Le poids naturel, il s'adapte selon notre vie. Ouais. Le poids naturel, en fait, c'est quand on n'intervient pas, on n'essaie pas de contrôler. Naturellement, ça va s'établir pour ce que notre corps a besoin à ce moment-là. Oui, puis selon l'âge, puis selon notre vie. T'sais, si on a des jeunes enfants, si on est célibataire, pas d'enfants, si on est occupé puis qu'on n'a pas le temps de bouger. Si on est à la ménopause. Si on est à la ménopause. Si on est à l'après. Il y a plusieurs. Oui. En effet. Puis il faut accepter que le poids naturel varie. Avec le temps. Puis on le dit ici avec humour parce que c'est pas parce que on œuvre dans le domaine des troubles alimentaires qu'il n'y a pas une préoccupation des fois avec le poids quand il change. Mais c'est quand plus on accepte que le poids va varier dans la vie selon nos périodes. Puis je pense plus on vit mieux. C'est tellement plus facile quand on se détache de ça. Hein? Il y a un concept, là, la neutralité corporelle, que moi, je trouve intéressant, qui est le fait d'être neutre face à le corps. Puis en même temps, de dire, c'est normal qu'on ne l'aime pas toutes. Puis qu'il y a des journées qu'on ne l'aime pas, puis des journées qu'on l'aime. C'est juste normal. Ça. On n'est pas obligé d'aimer toutes les parties de notre corps à 100 Puis ça, c'est enlever de la pression. C'est juste une enveloppe. Là. Puis il y a des journées qu'on l'aime, puis des fois moins. Puis des parties. Puis ça peut aider, je pense. C'est libérateur. Oui. C'est libérateur. On met notre énergie sur autre chose. De plus productif. C'est pour ça que on invite tout le monde à cheminer vers ça. Mais pour revenir à l'activité physique, donc, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mythes par rapport au fait que c'est tant de fois semaine. C'est oui, il y a 10 000 pas par jour. 10 000 pas par jour, qui paraît que c'est même pas... ça a été un chiffre qui veut même pas rien dire. Mais je trouvais que ça sonnait bien. On a accroché, tu sais. Fait que ça... qu'il faut absolument suer puis que ça soit difficile, tu sais, pour qu'il y ait des résultats. Alors qu'une bonne marche, ça fonctionne bien, autant sur la santé mentale. Il y a des gens qui disent, ben oui, mais je n'irai pas marcher, ça ne va rien faire, ou des étirements le soir se passer, ça ne va rien faire. Non, ça fait un impact, ça a un impact. Juste ça. Puis ça enlève la notion de plaisir. Aussi. Oui, parce que tu n'es jamais assez dans la performance. Mais on est allé encore amener le côté de la performance, santé. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ils font des équivalents santé égale, tu t'entraînes beaucoup égale performance. Les triathlons, les marathons, tout ça. Les athlètes c'est correct. Les athlètes sportifs, alors qu'on sait qu'il y a quand même une prévalence élevée de comportement du trouble alimentaire dans des athlètes de haut niveau. Parce qu'encore, on a tous fait ces amalgames-là. C'est bien de pousser son corps dans un ultramarathon. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, mais au point où est-ce qu'on perd connaissance puis qu'on a de la misère à finir la course. On peut se poser la question. C'est ça. Fait que, puis les diètes? Les diètes, il faudrait juste arrêter de penser que c'est une solution. On enrichit beaucoup d'une industrie qui est déjà milliardaire. Ils sont contents, toujours l'idée qu'on essaie de trouver un plan B au corps qui a déjà un plan A. Moi, je trouve qu'on essaie de... Puis c'est toujours... Si on pose la question à quelqu'un qui fait une diète, c'est jamais sa première. Souvent, c'est plusieurs. Oui. Puis quand on lui demande pourquoi ça n'a pas marché l'autre, c'est toujours la faute. C'est toujours c'est moi, j'ai pas réussi à. C'est tout le temps la culpabilité toujours. Eux, quand dans le fond c'est la diète le problème. Puis moi j'ai pas. Encore là, je parle juste des femmes parce que c'est la majorité qui viennent chercher de l'aide, mais j'ai pas une femme que j'ai rencontrée que à chaque fois, ça a bien été. Oui, ou que je leur demandais c'est quoi le poids le plus haut que vous avez pesé dans votre vie. C'était toujours aujourd'hui.
Puis, il aurait tout voulu retrouver le poids avant la première diète où, à ce moment-là, il se trouvait encore là trop grosse. Fait que c'est révélateur. Une prise. Fait que c'est un mythe de penser qu'il y a une diète miracle. C'est vraiment, je pense que maintenant, on parle beaucoup d'alimentation intuitive. Oui. Encore là, il faut faire attention parce que ça peut encore mettre une pression sur ses épaules. Intuitif veut dire aussi être présent lors de son repas, ne pas être... Ça demande beaucoup de... ne pas écouter la télé. D'être très impliqué. Moi, j'écoute mon émission en mangeant parce que c'est mon plaisir, puis c'est de même que ça marche, puis je pense pas que je mange pas intuitivement ou que c'est pas correct. Il y a un milieu à avoir, puis je pense que chacun, on a une routine qui est bonne pour nous, puis c'est de la trouver. Il ne faut pas qu'il y ait de culpabilité puis de restriction, puis ça va être bon. Est-ce qu'on peut se dire que si on est capable de retrouver la notion de plaisir dans l'alimentation, pas mal qu'on va probablement trouver ce qui fonctionne pour nous? Ben oui. L'enfant, pas de questions, eux autres. Quand les jeunes, là, tu leur donnes une chip, puis ils peuvent te redonner la moitié de la chip, ils finissent. Oui, c'est ça. Ils n'ont pas de... Non, chip. Si on n'en fait pas de cas, ils vont prendre la chip puis la carotte, puis ça va être la même affaire. Exact. Ils vont y aller par leurs besoins ou leur envie. On retrouve l'enfant en nous pour, par rapport à la nourriture. On rappelle les fausses croyances, parce qu'il y en a beaucoup, mais celles qu'on voudrait... On rappelle qu'un trouble alimentaire, c'est complexe. Alors... c'est pas vrai qu'on peut voir quelqu'un qui souffre d'un trouble alimentaire. On dit aussi que c'est pas un commentaire qui est à l'origine du trouble alimentaire, donc on s'enlève la culpabilité. Puis si on en a fait un commentaire, c'est correct. Maintenant, on s'éduque, puis on va avoir une meilleure intervention avec notre proche. Puis on prend conscience des croyances puis des commentaires parce que ce sont pas aidants. Alors, on s'éduque afin de les éviter. Pour les références par rapport à notre discussion aujourd'hui, le balado et d'autres, je vous invite à visiter le anebquebec.com/balado. Il va y avoir des outils de référence et d'informations additionnelles qui vont être disponibles. Merci, Lisandrie, de nous avoir aidé à départager le faux du vrai. Merci d'avoir été à l'écoute du balado. Vous faites un bon premier pas pour vous éduquer, en apprendre plus, vous informer. Puis c'est ça qui est aidant pour vous puis pour votre proche également. Puis justement, en parlant de complexité, de troubles alimentaires, le prochain épisode traite de l'heure des repas. On sait comment c'est chargé. Alors, on vous invite à visionner ou l'écouter. Et on vous dit à très bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, Aneb offre une ligne d'écoute, du service de clavardage, de texto, ainsi que des groupes qui sont spécifiquement conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com. Ce balado a été produit et réalisé par Sophia Zito Productions.